Castille, mention chère accompagnée ce soir dans le rôle de Sophia Noémie Merland, dans le rôle de Mélanie Naomi Amerger, dans le rôle de Catherine Lamère, Sandrine Bonner, et dans son propre rôle, Dounia Bouzard. Marie-Castille, alors excusez-moi, comme on se tutoie habituellement, je ne veux pas faire semblant de la vous voyez. Donc tu es un petit peu à la maison ici, donc c'est au choix ou debout, tu connais le principe, ou assis, voilà, avec l'équipe qui t'accompagne, c'est vraiment comme voilà, vous le souhaitez. Si vous préférez vous asseoir sur les petites marches, voilà. Voilà. Combien de temps ça va durer? Voilà, c'est comme vous le voulez. Ok. Voilà. Des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question. Excusez-moi mon expression habituelle, donnez votre ressenti. Là, concernant le ressenti, le film qui vous est proposé ce soir, c'est vraiment approprié. Voilà, vous levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro. Et c'est parti. Allons-y. Au moment où va débuter la campagne présidentielle qui amène tous les jours son lot de simplification, de discours simplificateurs, je trouve que notre film montre, comme dit jamais, combien le problème est d'abord complexe et combien les choses sont multiples dans ce problème complexe. Je suis absolument bouleversé et surtout, je trouve que c'est en plus du cinéma, parce que jamais on a l'impression d'abord qu'on a les actrices en face sur l'écran. Pas une minute, on a l'impression qu'elles jouent, et pas une minute, on a l'impression que ce sont des comédiennes qu'on a déjà croisées. Et en plus, il y a un travail de montage qui est absolument éblouissant. Il y a un travail aussi de narration, ou avec une narration éclatée, qui fait que justement, c'est là où ça complexifie le problème. C'est la façon dont vous le traitez, qui est une narration romanesque presque. Et c'est un film qu'on devrait montrer dans tous les lycées, dans tous les collèges. Et je trouve que c'est un film grand, digne et droit. Merci. Alors là, Marie-Castille, ça commence fort, parce que, voilà, comme je le dis souvent, quand on a la chance d'avoir une partie de l'équipe du film à l'issue de la projection, c'est effectivement pour recueillir vos impressions, mais là, j'imagine aussi bien pour les comédiens, pour Dounia dont le cinéma n'est pas le métier, que pour la réalisatrice. Voilà, ce premier propos, Marie-Castille, on commence haut là déjà. Alors, en même temps, c'est ma ville. J'aurais tellement fait l'article sur cette soirée et leur dire que c'était tellement important pour moi qu'elle soit là ce soir à Aix-en-Provence. Merci pour vos mots, monsieur. Vous saluez le travail de mes comédiennes, qui effectivement, c'était mon but avec ce film, c'était qu'il n'y ait pas de filtre, qu'il n'y ait pas de rempart, qu'il n'y ait rien en fait, pas d'artifice entre elles, entre leurs personnages qu'elles incarnaient totalement avec une énorme générosité, et avec le public et avec le spectateur. Donc forcément, je suis heureuse quand j'entends un ressenti comme le vôtre, mais c'est parce que non seulement ce sont des grandes comédiennes, mais qu'elles ont cette générosité et cette implication dans ce film où elles ont tout donné, et surtout tout donné quand on a l'âge de Naomi et de Noémie, qu'on saute dans ce film sans filet, en faisant confiance seulement à un metteur en scène que je suis. C'est très rare, c'est très très rare. Donc voilà, donc merci pour ces mots.
Dounia Bouzard n'avait jamais fait de cinéma avant. Je l'ai persuadée de me faire confiance aussi, parce que je trouvais que son décryptage, sa connaissance du sujet était un plus pour le public, et qu'il fallait que sa parole soit vulgarisée, qu'elle atteigne le plus grand nombre, parce qu'elle le ferait mieux que quiconque, mieux que moi et mieux qu'une comédienne qui interpréterait ou incarnerait ces mots. Vous parlez du montage, je suis contente parce qu'on en parle rarement. En fait, peu de gens soulignent ce montage absolument éblouissant, je trouve, de mon monteur avec qui j'ai fait Les Héritiers et ce film, avec lequel on a réécrit une partie du film au montage, comme on le fait toujours. Et je vous remercie d'en parler. Merci pour lui. Autre question, autre réaction? C'est juste Marie-Castille, on a commencé à évoquer Noémie, Naomi, qui sont effectivement formidables. On a évoqué justement le rôle d'une anthropo qui se retrouve comédienne, mais on n'a pas évoqué la participation de Sandrine Bonner, qui interprète une mère. Et Sandrine, qu'est-ce qui vous a, alors comme on dit souvent, qu'est-ce qui vous a donné envie en tant qu'actrice de monter sur ce film? Voilà, c'est la lecture du scénario, le sujet, pas évident comme personnage par rapport à votre filmographie. Pas évident, et puis en même temps, ça rentre dans une veine pas du sujet, mais en tout cas de film engagé, parce que je trouve que c'est un film engagé aussi. Voilà, il traite un sujet qui n'est pas simple, ce n'est pas une comédie. Alors ce qui m'a poussée à faire ce film, enfin j'ai pas été poussée du tout, c'est la force du scénario. J'étais très touchée que Marie-Castille me propose à nouveau un rôle, puisqu'elle m'avait proposé le rôle de cette femme dans Les Héritiers, que je n'avais hélas pas pu faire. Donc déjà j'étais vraiment très touchée qu'elle réitère sa proposition de travailler avec moi. Mais voilà, le sujet, parce que bien sûr, c'est pas tant le rôle évidemment a compté énormément, mais c'est son ensemble qui compte pour moi. C'est tout ce constat de ce processus, ce puzzle sournois et vicieux qu'on voit dans le film, de cet embrigadement. Et c'est un sujet qui nous touche tous. On est tous concernés par ça, donc voilà, donc je me suis sentie, au-delà du rôle et au-delà même d'être une maman, je me suis dit que c'était important de faire ce film, et je suis fière de l'avoir fait, d'y avoir participé. Je suis très fière. Y a-t-il une question, une réaction? Alors, effectivement, c'est pas toujours évident, surtout par rapport à des sujets comme ça, le temps que vous reveniez parmi nous. Dounia, vous retrouvez à jouer votre propre rôle. Alors déjà, est-ce que l'exercice a été facile? Est-ce que vous avez accepté facilement? Ça change. Enfin, on aurait pu vous voir dans un documentaire, on vous voit dans des JT par rapport à une actualité, mais là, jouer votre propre rôle dans un film de fiction très, très scénarisé, très documenté, voilà. C'est pas évident de jouer son propre rôle. Justement, j'étais censée pas jouer du tout, rester moi-même, et surtout de pas essayer de jouer. Et en fait, tout ça c'est très liant, c'est-à-dire que le film de Marie-Castille, d'abord j'ai accepté de parler à Marie-Castille au départ parce que j'avais vu ses autres films et que je trouvais qu'elle savait mieux que personne montrer la similitude humaine au-delà des histoires, au-delà des caractéristiques individuelles. À chaque fois qu'elle fait un film, on arrive à se mettre à la place de l'autre. Et ça, il y a peu de gens qui arrivent, parce que tout le monde fait des catégories, tout le monde enferme les humains dans les ceci, les cela, les machins. Et elle, à chaque fois, on s'identifie. Donc déjà, je me suis liée à elle parce que j'avais vu ses autres films, parce que j'étais dans une période où je voulais plus parler du sujet, je disais non à tous les journalistes, j'avais peur, je trouvais qu'on en parlait mal, que voilà, ils étaient dans une espèce de télé-réalité du djihad, c'était l'horreur.
Et après, Marie Castille, elle est venue vivre avec moi le vrai terrain des vrais djihadistes qu'on sauvait à la frontière. Elle s'est infiltrée dans notre vécu. Et du coup, quand elle m'a dit bah, il faut que tu fasses ton rôle, etc., bah, c'était comme si c'était pas un film, parce que elle-même, c'était presque un membre de mon équipe. Elle était proche de moi. Et du coup, j'étais très impressionnée de me retrouver, surtout la première scène qu'on a tournée, j'étais à côté de Sandrine Bonner. Donc, en même temps, j'avais mon cœur qui faisait comme ça, en me disant « Oh là là, mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce que je rêve? Et en même temps, j'avais le visage familier de Marie Castille, avec qui je venais de passer 3 mois dans les horreurs des familles, à sauver les gamins et tout. Donc du coup, j'ai réussi à oublier les caméras, j'ai carrément oublié Sandrine. Et j'ai réussi à pas trop jouer, je pense, parce que finalement, ça va, on voit pas trop. Mais ça, c'est la magie de Marie Castille. C'est-à-dire que, voilà, c'est le lien partout. Et je me fixais sur sa voix, elle me chuchotait des choses. Et du coup, je me fixais sur sa voix, puis j'oubliais les restes. En fait, c'est comme si j'avais travaillé. Je suis venue, le lendemain, j'avais des vrais jeunes et des vraies familles. Et finalement, j'embrasse Noémie comme j'avais embrassé celle de la veille. Et puis voilà, puis finalement, je suis venue travailler 3 jours chez elle, elle est venue travailler 3 mois chez moi. Pour elle, ça a été plus dur, je pense. Je crois qu'il y avait une... Alors, oui, devant et ensuite là-bas. Vous êtes monsieur. Alors, je voudrais rebondir d'abord sur Sandrine Bonner et vous dire que je suis d'accord pour penser que le film est un film engagé et qu'il ira loin, effectivement, dans cet engagement. Je suis persuadé qu'il va être diffusé, pour être professeur, je suis persuadé qu'il va être diffusé effectivement dans les lycées ou les collèges. Ensuite, je voulais demander à Mme Bouzard si on avait des chiffres sur cet embrigadement, sur cette radicalisation, parce que je n'en ai pas, je ne connais pas du tout le problème, dans ces chiffres du moins. Est-ce que vous pouvez nous renseigner ou nous affouler peut-être sur ces chiffres? Oui, ça ne va pas être très agréable. En fait, d'abord, le gouvernement a commencé à prendre conscience du problème qu'en 2014, début 2014. Donc, à la demande des premiers parents, on a monté ce fameux numéro vert qui est un numéro tenu par la police, que vous trouvez dans le site Stop Djihadiste. Et souvent, ce sont les familles qui appellent ce numéro pour dire « Mon enfant est en train de se radicaliser ». Et il faut savoir qu'en 2 ans, 15 000 parents ont téléphoné à ce numéro pour signaler, demander de l'aide pour leur propre enfant ou leur neveu ou leur petit-fils, etc. 15 000 appels, sachant que c'est un numéro tenu par la police. Donc il faut avoir confiance dans les institutions de l'État pour faire ce numéro, parce que vous savez que vous sauvez votre enfant, mais vous le fichez, et vous fichez les frères et sœurs aussi. Donc 15 000, à mon avis, c'est pas tout à fait représentatif de toutes les familles qui pourraient se dire « je vais ficher tout le monde ». Donc là, voilà, on en est. Sur ces 15 000, il y a à peu près 40% de filles, 25% de mineurs. La tranche, ça commence à 12 ans chez les filles. Des filles qui partent 3-4 fois, comme Naomi a essayé de le faire, elle y arrive, qu'on récupère, qui essayent de repartir. Les garçons, c'est plutôt 15 ans, l'âge minimal. La grande tranche, c'est 12-25. L'âge de la vulnérabilité, l'âge où c'est pas facile d'arriver dans le monde réel, où c'est un petit peu dur et on aimerait rêver d'un monde meilleur. Merci. Et je vais aussi reprendre 2 mots que vous dites dans le film par rapport à la liberté de conscience ou conscience capturée. Et ça, je trouve ça très fort, effectivement. Et ça serait bien qu'on arrive à faire la différence, justement, quelquefois, sur ces femmes qui prennent cette religion par liberté de conscience, voilà, plutôt que par conscience capturée. Autre réaction? Oui. Bonsoir. Donc, moi d'abord je voulais... Mettez bien le micro devant. Ah, là c'est bon. Ouais, c'est Parfait. bon, voilà. Je voulais remercier toute l'équipe du film d'être présente ce soir. Je voulais simplement vous dire que le film est splendide. Il est touchant au sens propre. Il est vraiment touchant, c'est-à-dire on va en ressortir, on va en parler 5 minutes. Puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous imprègne et dont on reparlera longtemps, dont on reparlera vraiment sous cette forme parce qu'on ne l'a pas vu encore. Malheureusement, le problème est trop récent. Enfin, en tout cas, on s'en rend compte depuis trop récemment pour qu'il y ait déjà d'autres films, tout ça. Et moi, je voulais m'adresser particulièrement à Tonia Bouzard. Je suis fan de votre travail, réellement. J'ai vu
d'autres choses sur vous, notamment le reportage Djihadiste 2.0 dans lequel vous agissez. C'est splendide, vous racontez le problème, vous le racontez pas malheureusement, mais disons que vous enseignez le problème d'une manière qui est absolument fantastique, qui nous permet de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et je pense que votre travail est le plus important, et c'est celui qu'on voit jamais. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de l'état d'urgence, on parle tout le temps des forces spéciales qu'on engage en Libye. Avec tout le respect que j'ai pour l'armée française, qu'est-ce qu'elle fait l'armée française en Libye? Qu'est-ce que font les pilotes de Rafale au-dessus de la Syrie? Et par contre, qu'est-ce que vous faites? Vous, ça on n'en parle jamais. Voilà, jamais. Il faut aller chercher, c'est vraiment la galère à aller chercher, excusez-moi l'expression, mais d'aller chercher sur YouTube, sur Internet, des informations réelles, sur vous, sur le travail que font d'autres, mais je pense que c'est le vôtre qu'on devrait mettre en lumière, qu'on devrait accentuer, et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire votre travail, du moins qui aimeraient le faire, et qui devraient le faire, parce que vous êtes une des seules, en tout cas, vous êtes la seule qu'on voit de temps en temps, quoi. Et c'est vraiment dommage. Voilà, merci. C'est gentil, et je pense que c'est vraiment, chacun est tout à fait capable de faire ce qu'on a initié, et à la suite du film, on va essayer de donner tout ça dans des e-learning gratuits, un e-learning pour les jeunes, un e-learning pour les adultes, pour que tout le monde puisse effectivement participer à ce qu'a initié ce film, c'est-à-dire donner les éléments pour comprendre et pour agir et pour se protéger ses amis et protéger ses enfants. Autre question, réaction? Oui, monsieur. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord féliciter Marie Cassis, si vous me permettez, je m'arrêterai à Marie Cassis. J'avais beaucoup apprécié le film Les Héritiers. J'en ai même fait un petit peu la publicité en parlant aux enfants de voir ce film. Je suis moi-même membre de la réserve citoyenne qui a été mise en place, mais que je considère malheureusement un petit peu comme une coquille vide aujourd'hui. Et ma question, je vais la poser à Madame Bouzard. Madame, votre travail est reconnu et, comme le dit le monsieur, on n'entend pas assez. Mais moi j'ai envie de rajouter, Madame, qu'il y a de nombreux courants aujourd'hui pour traiter ce problème du départ, de la déradicalisation. Mais malheureusement, ces courants s'opposent, ces courants sont concurrentiels, alors que l'embrigadement, lui, est unique. L'embrigadement, lui, répond à une méthodologie. On le voit, les enfants, on le voit, nos enfants sont aujourd'hui victimes de cet embrigadement. Par contre, on n'entend pas suffisamment, et vous parliez du gouvernement tout à l'heure qui a pris conscience de cela en 2014, mais les événements ont commencé bien avant 2014. Les personnes ont dénoncé cela, comme vous, madame, bien avant 2014. Mais aujourd'hui, nous en sommes à un nombre de morts, un nombre de départs, un nombre d'enfants embrigadés, et malheureusement, sans vouloir faire de la politique, on a l'impression qu'il n'y a pas une union nationale sur ce sujet-là. Alors, comment interpeller aussi bien le public que nous sommes, que les journalistes, que les gouvernants, pour faire en sorte que ce combat soit une priorité nationale? Je vous ai parlé de la réserve citoyenne. Malheureusement, nos interventions, mon intervention du moins, ne s'est faite que dans un collège, et je cherche à rencontrer d'autres établissements pour mettre en garde ces enfants, mais on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Merci de votre réponse, madame. C'est difficile de vous répondre parce que vous imaginez bien que si j'ai arrêté avec le gouvernement, c'est que j'étais déçue et que j'avais le même constat que vous. J'ai envie de dire que peut-être que le gouvernement pourra avoir une action cohérente quand ça viendra du bas, parce que finalement, je pense que les Français, les Françaises seront... C'est eux qui porteront la cohérence du gouvernement et pas le contraire, surtout en période électorale, où ça multiplie
sais pas quel mot employer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé qu'à la suite de l'initiative de ce magnifique film, je voulais essayer de donner ce que mon équipe et moi on a compris pour que l'ensemble du grand public puisse s'approprier des éléments de compréhension et puisse chacun inventer des expériences pour lutter contre le phénomène qui seront obligés d'être repris par les politiques, peut-être d'abord au niveau départemental, puis au niveau national. Mais j'ai le sentiment que cette idée que la vie est plus forte que la mort, elle viendra des papas et des mamans d'abord, de leurs amis, et qu'ensuite ça va remonter. En tout cas, c'est mon pari, parce que dans le sens contraire, finalement, je trouve que, comme sur d'autres sujets, mais ce sujet, c'est forcément difficile de voir un sujet comme ça manipulé pour des questions politiques. C'est forcément très difficile. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. Je pose la même question que vous, en fait. Désolée. Autre question. Alors, le micro arrive à vous. Alors, je voudrais juste, voilà, juste avant que vous preniez la parole, on n'a pas encore entendu Noémie et Naomi. Pour leur demander à chacune, voilà, après les héritiers, sur un sujet tel que celui-là, est-ce que ça a été évident pour vous, l'une comme l'autre, de dire, bah oui, forcément, voilà, ces personnages sont tellement sympas, allez, on y va, on joue le jeu, on va de nouveau travailler avec Marie Castille. Qu'est-ce qui a été évident pour vous pour partir sur cette aventure? Déjà, ça a été la confiance que j'ai en Marie Castille. Je travaille avec elle sur les héritiers. J'admire son travail et la personne. Donc, elle m'a donc donné ce scénario à lire. Elle m'a proposé le rôle de Sonia. Et quand je l'ai lu, en plus de trouver le scénario extrêmement bien écrit, j'ai trouvé ce scénario, ce film, ce personnage tellement... C'est tellement nécessaire d'en parler, ça m'a apporté des éléments de compréhension que j'avais pas sur le sujet de l'embrigadement et surtout des jeunes filles, je le connaissais pas très bien. Donc ça me donnait plein de clés et je me suis dit que en le faisant, ça permettrait peut-être aussi à d'autres personnes de comprendre et de pas rester dans une peur qui est normale. Enfin, c'est normal d'avoir peur, c'est tellement terrorisant ce qui se passe. Mais d'essayer de comprendre ensemble et d'être unis. Et ce film permet ça, permet une ouverture au dialogue. Et aussi, il donne de l'espoir par le personnage de Sonia. On voit qu'il y a des méthodes qui sont mises en place, que ça passe par l'aide d'une équipe qui recrée le lien avec les parents, l'amour des parents qui est essentiel. Et donc c'est possible aussi de s'en sortir et que c'est pas une fatalité. Et ça, c'était aussi important de le véhiculer, aussi des choses positives. Donc tout ça a fait que je ne me suis pas posé de questions et je me suis lancée dans ce rôle avec le plus de force que je pouvais. Moi aussi, à la lecture du scénario, j'ai eu envie de défendre ce film et de défendre le personnage. Mais cette envie de défendre le personnage est venue progressivement, c'est-à-dire qu'au début, en fait, je n'avais pas vraiment réalisé l'ampleur du problème et je savais très peu de choses sur l'embrigadement. La première fois que Marie Castille m'en a parlé. En fait, aujourd'hui, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, il n'y avait pas énormément d'informations sur l'embrigadement des jeunes filles au moment où moi j'ai rejoint le projet. Ou peut-être que c'était moi qui m'y intéressais pas beaucoup, mais en tout cas, c'était beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que le premier travail que j'ai fait dans la préparation du film, c'est un travail de recherche pour essayer de ramasser le plus d'informations possible sur l'embrigadement pour essayer de comprendre ce phénomène. Et c'est en me renseignant en fait que je me suis rendu compte à quel point le rôle était fort, à quel point le message du film était fort. Et plus je me renseignais, et plus j'avais envie de le faire, et que je me disais que c'était vraiment nécessaire en fait. Et donc moi aussi je suis très fière d'avoir participé à ce film, parce que je trouve ça vraiment formidable de pouvoir être là ce soir et d'échanger avec vous autour de quelque chose sur lequel je me suis donnée à fond aussi, et des choses que j'ai comprises, je suis très heureuse de pouvoir les partager.
y avait une réaction, oui, ici, je crois, et ensuite en haut. Voilà. Alors, d'abord, je voulais vous féliciter pour ce film, particulièrement pour Les Héritiers. Moi, je suis pas... Le cinéma, pour moi, c'est pas des plans, ceci, tous les aspects techniques, j'aime pas trop analyser ça. Je suis beaucoup sur le sentiment, qu'est-ce que je ressens en sortant de la salle à la fin du film. Et particulièrement sur Les Héritiers, celui-ci un peu moins, je vous l'avoue, vous m'avez bouleversé. Vous m'avez bouleversé parce que sur Les Héritiers, on s'identifie absolument. Je vous félicite les deux actrices aussi parce que vous jouez dans Les Héritiers et j'ai adoré votre performance, la performance des jeunes, parce que j'ai découvert le film, j'étais en seconde, comme elle, parce qu'il me semble que c'est une classe de seconde. Donc on s'identifie vraiment au film. Celui-ci, je l'ai moins aimé peut-être parce qu'il manque le côté d'identification et le côté peut-être humoristique, façon de parler qu'on trouve dans Les Héritiers. Et c'est un sujet difficile à traiter, c'est vrai. Donc voilà, ça explique. Enfin, c'est la réponse même, je pense. Voilà, je voulais vraiment vous féliciter. C'est un ressenti total. C'est en sortant de la salle, en sortant du film, Les Héritiers, j'étais bouleversé. Ici aussi, j'adore ce que vous avez fait. Et ma question, c'est qu'est-ce qui vous donne envie de traiter des sujets comme ça? C'est jamais des sujets simples, la Shoah dans Les Héritiers. C'est très drôle d'ailleurs, drôle, amusant dans Les Héritiers. Vous traitez à la fois de la Shoah et de la jeunesse en banlieue, plutôt difficile. Et qu'est-ce qui vous donne aussi envie de traiter ce sujet-là? Vous traitez les sujets magnifiquement bien. Et pourquoi vous avez envie de les traiter? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Bon, déjà, je suis très triste qu'en fait, la seule blague dans le film n'est pas, en fait, vous n'êtes pas convaincu. En plus, on parle de l'OM, donc voilà, j'ai pourtant fait beaucoup d'efforts pour mettre de l'humour dans ce film, je vous promets. C'est peut-être un problème d'interprétation, hein. Je me permets de dire ça puisque c'est moi qui le dis. Merci. Bon, c'est vrai que dans ce sujet, c'est plus difficile, oui, d'amener de l'humour. Mais qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me pousse à faire ces sujets-là? C'est la jeunesse, en fait. Voilà. C'est vous. C'est la difficulté, je trouve, aujourd'hui, à avoir votre âge. C'est la manière dont vous m'inspirez. Voilà. La jeunesse m'émeut, la jeunesse m'inspire, la jeunesse m'intrigue. Et c'est vrai que j'aime avoir un regard sur elle et partager ce regard sous toutes ses dimensions. Mon premier film était une histoire d'amour, voilà, avec des jeunes aussi. Une première fois, une histoire de première fois. Et c'est vrai que ça fait 3 films, puisque le deuxième voilà, était sur un public avec des personnages plus matures. Mais oui, j'aime les histoires qui me ramènent à ce regard sur la jeunesse. Voilà. Donc, c'est vrai que vous dites que vous vous identifiez moins. Bon, mes personnages sont des filles, donc peut-être que ça joue aussi. Et j'en suis désolée. Mais c'est vrai que ce sont les filles que j'avais envie de comprendre plus que les garçons dans cette situation. Voilà. Je voulais également juste vous féliciter sur une méthode que vous utilisez, qui est de faire apparaître des personnes qui n'ont jamais fait de cinéma. Dunia dans ce film, où j'ai perdu son nom, mais dans Les Héritiers. Sachez que c'est la scène de cinéma qui m'a le plus bouleversé de tous les films que j'ai pu voir. Une réaction en fond? Oui. Oui, moi bonsoir, j'ai trouvé votre film vraiment très fort parce que sur ce sujet vraiment d'actualité, on lit, on cherche à comprendre et tout, là on est plongé dans le désespoir des parents d'une part et puis dans le processus d'embrigadement et de déradicalisation aussi d'autre part. On est vraiment en plein dedans et là ça étreint, enfin ça prend au trip. On se dit que ça peut, enfin, je me suis dit que ça pouvait toucher mes neveux, enfin, les gens que je connais. Et c'est pour ça que je voudrais vous poser comme question, Madame Sonia, quels sont les conseils qu'il faut donner aux professeurs quand ils voient le téléphone portable de l'élève, ou aux parents quand ils commencent à voir les choses venir? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Excusez-moi pour ma question vraiment vague, mais c'est celle qui me prend.
En fait, quand on étudie les conversations entre les rabatteurs et les jeunes, on se rend compte qu'ils font tout pour leur faire peur, on voit bien dans le film, de manière à ce qu'ils n'aient plus confiance en aucune personne qui contribuait à sa socialisation. Donc il y a cette histoire de téléphone où il va se recroqueviller sur ce que j'appelle sa tribu numérique, une espèce d'addiction à la tribu numérique. D'ailleurs, ça va être une des difficultés de la déradicalisation, d'arriver à le faire couper avec cette fusion avec ce groupe virtuel que des fois il n'a jamais rencontré ou qu'il rencontre au moment où il s'en va, au moment où il se maquille et où il part. Mais les indicateurs d'alerte pour faire la différence entre un musulman et quelqu'un qui est en train de se faire embrigader dans la radicalité, ça va être la rupture. Donc il n'y a pas que le téléphone, il y a aussi, le professeur va sentir que l'élève n'est plus là, comme on voit Naomi qui n'arrive plus à être là. Elle va se dissocier de ses anciennes amies, elle va avoir l'impression que toutes ses amies, elles sont endoctrinées par la société, qu'elles sont endormies, qu'elles n'ont plus de discernement, qu'elle voit des choses que personne ne voit. Le prof, il va aussi sentir une distanciation par rapport à lui. Moi, je ne connais pas un des 1000 radicalisés qu'on a vus garder des bonnes relations avec le prof parce que, là aussi, il a l'impression que le prof est payé pour l'endoctriner, pour l'endormir, pour que justement, il ne se révolte pas contre ce monde corrompu. Donc, il y a tout un ensemble de petites ruptures. On ajoute à ça l'arrêt de la musique, l'arrêt des images, l'arrêt de toutes les activités socio-éducatives, la distance avec les parents. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se parle. Quand il y a un adolescent qui se met en rupture, c'est pas forcément du hashish, c'est pas forcément une crise d'adolescence. Si, bien sûr, ça peut être une crise d'adolescence, mais il y a peut-être des gens derrière qui vont utiliser cette crise d'adolescence. Et c'est important que le prof parle aux parents, que les parents parlent aux profs. Si chacun a l'impression que le jeune, il est là sans être là, qu'il y a comme un truc qui part en miettes, là, c'est pas, il y a un truc bizarre, on se parle. Et quand on se parle, en général, on le détecte et on sauve le jeune tout de suite. Et inutile de vous dire que plus tôt on intervient dans le système de déshumanisation du jeune, enfin de radicalisation, de peur d'abord, hein, donc de monde anxiogène d'abord, puis ensuite de déshumanisation et de radicalisation, et bien sûr, plus vite on les sauve, bien sûr. Alors, Marie-Castille, tu souhaites de nouveau réagir avant qu'on passe à une autre question? Non, si je peux me permettre, vous m'avez fait le plaisir de parler de cette scène avec Léon Ziguel. Ceux qui ont vu Les Héritiers connaissent cette scène et mon affection, mais comme l'affection que Noémie et Naomi ont pour Léon. Vous savez peut-être pas que Léon a disparu 1 mois après la fin du tournage et j'ai fait ces petits pins qui disent « Je suis Léon », voilà, je le porte tout le temps et permettez-moi de vous le donner pour ce que vous avez dit. Une autre question, réaction dans le fond? J'ai été frappée par certaines scènes au début entre Sonia et sa mère, où on a vraiment l'impression qu'elle rentre dans la folie. D'ailleurs, sa mère lui dit « mais tu es folle » et elle, ultérieurement, quand elle va mieux mais qu'elle risque de replonger, elle dit « je sens que je deviens folle », écartelée entre... Et une de mes questions, c'est est-ce que ces rabatteurs visent surtout les personnes en très grande fragilité, en crise, bon là c'est après un deuil de la grand-mère, etc. Ou est-ce que leur manière de manipuler peut permettre d'entrer dans à la limite une folie? Je me réponds directement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la radicalité, le discours va faire autorité sur le jeune que s'il y a une rencontre entre la vulnérabilité et le discours radical. Parce que le discours radical va faire semblant de régler cette vulnérabilité, d'avoir la solution, la recette pour que tout aille mieux. Ce qui est différent entre Daesh et Al-Qaïda, c'est que la vulnérabilité, elle est plus uniquement sociale. C'est pas uniquement des jeunes en désespoir social qui vont se radicaliser aujourd'hui. Ça peut être, comme dans le film, la perte soudaine d'un proche,
une rupture brutale, ça peut être un vécu difficile, ça peut être la maladie d'un parent, ça peut être une agression personnelle, ça peut être effectivement une révolte sociale aussi, mais ça peut être plusieurs sortes de vulnérabilité. Et bien entendu qu'ensuite, comme il y a cet embrigadement relationnel, en même temps que l'embrigadement idéologique, et qu'il y a cette espèce de fusion dans le groupe où l'individu est absorbé par le groupe, il n'existe plus. C'est le groupe qui remplace l'individu, c'est le groupe qui pense à la place de l'individu, c'est le groupe qui existe à la fin. Hein. À la fin, quand le jeune est prêt à mourir, c'est le groupe qui existe à la place de l'individu. C'est la définition du fanatisme d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire l'idéologie englobe toute la personne, son cœur, son cerveau, tout, son corps aussi, il n'existe plus, il veut mourir pour exister, eh bien évidemment ça va accentuer la vulnérabilité, le processus de l'embrigadement relationnel va accentuer cette vulnérabilité qui était là déjà au départ. Et effectivement, là, quand tous les jeunes qu'on suit ont vu le film, ils se sont tous effondrés au moment des scènes que vous décrivez, quand elle pleure et qu'elle dit « mais je suis folle et j'arrive pas ». Et ils se sont tous effondrés en larmes, même ceux qui étaient stabilisés, parce qu'ils se rappelaient de cette espèce de entre-deux mondes où ils n'étaient plus eux-mêmes, où ils n'étaient plus des individus, je dis pas des individus qui pensent, ils n'étaient plus des individus tout court. Et cette perte de soi qui mène à la déshumanisation et qui mène à tuer sans avoir de mauvais sentiments, sans avoir de problème, c'est vraiment le nœud qu'on essaye de... La déradicalisation, c'est quoi? C'est de retrouver cet individu, de trouver des moyens pour remobiliser le petit enfant dont on fait le pari qu'il est là, sous l'embrigadement, et qu'on va retrouver l'humain dessous la carcasse qui a été faite autour du jeune. Hein, c'est une partie de la déradicalisation, c'est pas toute la déradicalisation, mais c'est la grosse partie qu'on fait avec les parents et qu'on voit dans le film, et qui est si bien jouée d'ailleurs entre mère et fille par Sandrine et Noémie. Autre question, réaction? Je voudrais juste profiter par rapport à ce que vous disiez, madame, sur, je m'adresse à Marie Castille. On parlait justement effectivement d'une rupture en fait familiale par rapport aux parents, mais en fait ce qui est intéressant dans le film, dans la trame narrative, c'est que les deux filles ont un lien particulier avec les grands-parents. D'un côté donc l'une qui vient de perdre sa grand-mère, de l'autre qui était proche de son grand-père qui lui transmettait des choses. C'est quoi? C'est que la transmission ne se fait plus avec les parents, mais les grands-parents... Non, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal dans les jeunes filles que Dunia suivait. Oui, il y avait des histoires de grands-parents, mais comme on en a tous à cet âge-là. Et puis c'est l'âge des premiers deuils, des premières pertes aussi, souvent des proches. Et ça crée, oui, des ruptures, mais ce n'est pas que ça. C'est pas parce qu'on perd un proche qu'on se radicalise non plus. Mais ça... donc oui, j'ai toujours eu de toute manière, mais dans tous mes films, un lien particulier aux grands-parents, en particulier aux grands-mères. Voilà, mais c'est parce que voilà, personnellement j'ai un lien très fort avec elles. Donc, et puis que je trouve que c'est une des choses qui, au-delà de sa relation personnelle avec sa grand-mère, je pense que c'est une des choses qui choque souvent aujourd'hui la jeunesse, c'est le rapport qu'on a à nos anciens. C'est la manière dont la société occidentale en général s'occupe, traite les personnes âgées. Voilà. Donc c'était un regard là-dessus aussi. Autre question? Alors, oui, monsieur Abou, et alors, au milieu, oui, madame, allez-y. Bonsoir. En dehors du fait que je tenais à vous féliciter pour ce splendide film qui me touche énormément, et je crois que je ne suis pas la seule, il y a quelque chose qui se détache aussi, c'est cet amalgame que nous entendons au quotidien par rapport à l'islam, et cette explication de Dunia vers ces jeunes filles et les mamans et les papas, en leur expliquant que l'islam travesti ne ressemblait pas au véritable islam et ce que véhiculait le Coran à travers ces mots.
je tiens à remercier particulièrement cette partie-là parce que ce qu'on entend au quotidien, c'est l'islam, c'est le djihadisme, l'islam, c'est voilà, c'est uniquement ça. Donc je tenais vraiment à remercier cette partie-là parce que ça permet, et je pense qu'il faut continuer à le véhiculer, pas pour promouvoir l'islam, mais juste pour expliquer que les musulmans simples, qui respectent juste une religion qui existe comme toutes les religions, et que l'islam n'est pas celui-ci. Je vous remercie beaucoup. J'ai 2 questions. Je tiens à féliciter Naomi et Noémie pour la qualité d'actrice. Je pense que vous allez faire un long chemin avec beaucoup de succès, et j'en suis persuadée parce que vous avez joué extrêmement bien pour votre âge et votre carrière. Je voulais savoir si c'était facile pour vous de réciter comme ça des versets. Est-ce que ça a été facile pour vous de l'apprendre? Est-ce que vous l'avez compris? Et ma deuxième question, est-ce que vous avez eu des moments de doute en jouant ce film-là, ou en l'écrivant, Marie Casti? Est-ce que vous avez eu peur de l'écrire, ou il y a eu des moments de doute ou de crainte? Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je suis curieuse. Merci. Pour les sourates, une jeune fille qui était en processus de désembrigadement, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai créé un vrai lien, et qui m'a appris entre autres les prières. Et elle a gardé, comme beaucoup de repentis, je crois, une foi qui est importante pour elle, donc qui n'a rien à voir avec l'islamisme, qui est donc pas une religion. Donc là, c'est une foi, et l'islam, elle m'en a beaucoup parlé. Et donc ça a été difficile, oui, parce que je ne parlais pas du tout arabe. Mais j'ai vraiment apprécié, et ça m'a fait du bien pendant tout ce tournage. Moi qui suis aussi dans une quête de sens et de spiritualité dans ma vie, c'est une des choses qui m'a aussi permis de me faire du bien et de tenir. C'était d'apprendre ces versets, de lire le Coran, d'en parler avec Dounia, d'en parler avec cette jeune fille, qui m'ont expliqué donc, ce que je disais, ce que je récitais. Et il y a aussi une musicalité que j'aimais beaucoup, que j'ai apprécié les comprendre et les ressentir. La deuxième question, c'était... Le moment de doute. Doute ou peur? Doute, alors, une fois qu'on a... Alors, j'ai eu peur, surtout, on a commencé le tournage 3 jours après les attentats du Bataclan. Donc d'abord, il y avait vraiment un choc terrible, on ne pensait même plus au film, on était juste dans l'actualité de ce qui se passait. Après est venue la question de est-ce qu'on allait faire le film. Et puis en fait, on s'est tous soutenus, on s'est dit qu'il fallait combattre. Et notre meilleure arme, c'était d'essayer de comprendre et d'ouvrir le dialogue et de montrer qu'il y avait de l'espoir et cette union qu'on a tous ressenti sur le plateau, ça diminuait cette peur parce que ça permettait de comprendre. Et l'une des peurs que j'ai eues aussi, c'était de ne pas être à la hauteur, parce qu'il fallait que je joue, j'interprète cette jeune fille. Il fallait être au plus proche de la vérité pour pouvoir essayer de comprendre et de faire comprendre par la suite. Et voilà, j'avais peur de pas être à la hauteur de ça. Justement, quand on nous répond, c'est vrai que des fois les choses sont forcément liées au contexte dans lequel on vit. Il fut un autre temps où on aurait posé la question différemment à Noémie, ça aurait été plutôt est-ce qu'il n'a pas été difficile de jouer nu pour votre âge? Et aujourd'hui la question c'est mais est-ce que apprendre les sourates du Coran, est-ce que ça n'a pas été difficile? Je trouve ça plutôt amusant. Voilà. Moi, apprendre les sourates du Coran, les quelques sourates que le personnage récite dans le film, j'ai pas trouvé ça si difficile que ça.
Après, c'est vrai que comme Mélanie n'est pas de culture musulmane et qu'elle apprend un peu l'arabe toute seule dans sa chambre, c'était pas non plus vital que je sache bien parler, donc c'est vrai que je dois avoir un accent assez terrible. Et après, donc j'ai aussi appris moins de phrases que Noémie, mais pareil, je trouvais ça très important de comprendre le sens de ce que je disais, et c'est justement ce que m'a apporté cette jeune fille en désembrigadement avec qui on a travaillé, c'est-à-dire qu'elle me disait ce que je récitais, en fait. C'était important pour moi, et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment très beau, en fait, ce que je disais. Et que les quelques mots d'arabe qui sont dans le Coran et que j'ai dit, c'était des messages d'humanité et de respect. Et en fait, moi, je ne savais pas que l'islam, c'était ça. Enfin, après, je veux dire, je pensais pas non plus que l'islam, c'était il faut tuer tout le monde. Enfin, voilà, mais je pense qu'inconsciemment, je faisais un peu l'amalgame en me disant que tous les terroristes de Daesh étaient musulmans et que être musulman, ça voulait forcément dire être lié d'une façon ou d'une autre à Daesh, alors qu'en fait, pas du tout, enfin ça n'a rien à voir. Et moi, c'est ça que ça m'a appris, en fait, ce travail sur les sourates, comme quoi c'était pas si futile que ça. Et après, pour ce qui est du doute, c'est vrai qu'après le Bataclan, il y a eu une période affreuse de doute, pas seulement de doute, juste de choc. Enfin, on était tous vraiment choqués et perdus et à se sentir impuissants. Et c'est vrai que là, j'ai eu peur et que je me suis dit que je ne savais pas si j'allais avoir la force, si j'étais légitime là, alors que moi je ne connais pas grand chose. Enfin, est-ce que j'allais réussir à rendre ce personnage crédible alors que pourtant je ne comprends pas tous les rouages de l'embrigadement. Donc j'avais ce doute-là. Après, c'est vrai que sur tout le tournage, en fait, j'ai conservé cette peur. Enfin, j'avais peur en arrivant sur le tournage de me dire la scène que je vais faire aujourd'hui, j'ai peur de ne pas être crédible. Et donc c'est vrai que après de doute, non, pendant le tournage, j'avais plus de doute. J'avais envie de le faire, j'avais envie de défendre ce personnage, j'avais envie de participer à ce film, vraiment. Mais par contre, j'avais peur. Non, et ensuite vous, monsieur Devant. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ce film, pour ce beau cadeau. J'avais plusieurs questions. La première, c'est vous avez mis combien de temps finalement pour porter ce film intérieurement, pour le construire et pour arriver à son aboutissement, c'est-à-dire à ce qu'on voit ce soir? J'ai eu l'impression que Les Héritiers, c'était quelque chose qui s'était fait, l'impression était trompeuse, mais qui s'était fait rapidement, un peu sur un coup de cœur. Et là, je me demandais si c'était une approche différente. J'avais une autre question sur les difficultés à faire ce film. On a vu que sur le documentaire Salafiste, par exemple, il y a eu des difficultés au CNC. Sur le film Made in France, qui n'est pas sorti en salle suite à la tragédie du Bataclan. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, sur les difficultés pour vous, pour produire ce film, qui est sur un sujet qui est difficile. Le troisième point, c'est une remarque sur la musique. Merci beaucoup pour la musique, qui est très réussie, je trouve, et notamment la scène de départ, quand ils arrivent à l'aéroport, où la musique est très porteuse. Juste un point. Et le dernier point, c'est sur le générique de fin. À un moment donné, vous mettez pardon. Et pourquoi pardon? Alors, je vais essayer de me souvenir des 4 questions. On commence par le pardon et puis on remonte à ce moment-là. D'abord le pardon. Alors, le pardon, c'est tout bête en fait, mais c'est que le premier montage de ce film faisait 3 heures, que le film à l'arrivée fait 1h43. Donc vous faites la soustraction, ça veut dire beaucoup de scènes, et donc dans ces scènes, des comédiens qui ont donné, voilà, qui sont venus, qui ont travaillé pour une scène, 2 scènes, et qui à la fin ne sont pas dans le film. Donc je leur demande pardon. Voilà.
Après, c'était sur la séquence de l'aéroport, la musique, donc on a l'évocation de la musique. La musique, pas grand-chose à dire. C'est une manière différente des autres films que j'ai faits, puisque j'ai toujours travaillé avec un compositeur pour le score et la création de la bande originale. Je ne l'ai pas fait sur ce film-là parce que j'ai rencontré 4 compositeurs. Les 4, il y a des musiques d'eux dans le film, mais je n'arrivais pas à me dire que ça ne pouvait être qu'un. Voilà, j'avais envie de plusieurs choses, et donc avec mon monteur, on a été piocher des musiques à droite, à gauche. J'ai même été prendre des musiques d'autres films. Il y a à un moment donné une musique d'un film de Nicole Garcia qui pour moi collait exactement à la scène, et à un moment donné c'est ça qui m'importait, c'est que est-ce que ça collait à la scène, est-ce que ça m'apportait quelque chose moi, et voilà. Donc à la fin c'est une espèce de patchwork, et il n'y a pas de compositeur de la musique originale, il y a beaucoup de compositeurs, dont Jonathan Fitoussi, qui est celui qui a fait la musique dont vous parlez, et qui a d'ailleurs plusieurs titres dans le film. Voilà. Après, difficulté de financement. Est-ce qu'il était facile ou difficile? Aucune. Je suis productrice de ce film, puisque je produis tous mes films. Autant j'ai eu du mal à produire Les Héritiers, pour des raisons différentes en fait. Pas sur la question du sujet, mais je pense sur la question de ma légitimité à faire Les Héritiers, après avoir fait un mélo, après avoir fait une comédie sociale. Voilà. Qu'est-ce que je venais m'attaquer à un film qui parlait d'une classe avec une proposition de mise en scène très différente. Voilà. On aime bien mettre les gens dans des cases. Je ne collais pas dans la case de réalisatrice des Héritiers, donc j'ai eu un peu de mal à convaincre les gens de me suivre sur ce film en termes de financement. Et comme Les Héritiers a été un succès, et que je pense que les partenaires qui m'avaient suivi sur Les Héritiers avaient envie de me suivre à nouveau, mais que ceux qui ne m'avaient pas suivi regrettaient de ne pas l'avoir fait. Donc du coup j'ai eu un peu le choix. Et j'ai surtout, pour être totalement honnête, je crois que j'ai réussi à leur transmettre très vite, sans beaucoup leur parler, ce besoin, cette urgence que j'avais à faire ce film. Et que tous, en lisant le scénario, me disaient il faut le faire. Oui, tu as raison, il faut le faire, et on est avec toi pour le faire. Donc, j'en arrive à votre première question. Vous avez l'impression que Les Héritiers a été vite. Celui-là s'est fait encore plus vite. On a écrit le scénario en 1 mois. Je l'ai financé en 2 mois. Et entre le moment où on a commencé à écrire et le moment où le film était fini, présentable, il s'est passé 9 mois. Ce qui est pour un film extrêmement rapide. Et en même temps, vous avez participé pendant 3 mois, si j'ai bien compris. Ça, c'était avant, oui. D'accord, donc il y a tout un moment de mûrissement avant véritablement le démarrage du projet. Oui. Et pendant qu'on écrit, je continue à être avec Dunia aussi. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Leblanc, peut-être que ce sera la dernière réaction. Bonsoir. Merci d'être là toutes les 5 pour un tel film. Mettez bien devant, pardon. Alors, merci d'être là pour un tel film toutes les 5. Alors, votre force, c'est le scénario, avec l'embrigadement de Naomi petit à petit, alors que Noémie est déjà embrigadée dès le début. Et ma question est pour Noémie. Vous avez dit tout à l'heure dans le film, c'est l'amour de vos parents, les réunions avec Madame Bouzard qui vous a fait revenir, on va dire, à la réalité. Mais est-ce que c'est pas plutôt la scène où vous voyez votre petite sœur avoir mis le voile? Ça fait partie des déclics. Il y a beaucoup de... C'est un processus, le désembrigadement. Je pense que Dunia en parle mieux que moi, mais je vais essayer. C'est tout un processus, et donc il y a plein de déclics qui sont importants dans ce processus de désembrigadement. Et ça, c'est une scène qui est donc arrivée à une des jeunes filles dont tu t'es inspirée. En tout cas, c'est cette scène miroir où tout d'un coup,
sa petite sœur lui renvoie une image d'elle-même, et en même temps la peur que ça arrive, le fait que ça soit sa petite sœur qui soit en danger, ça lui renvoie quelque chose aussi de plus fort que elle, et qui la ramène. Ça ramène, tu parlais de ramener l'individu, je pense qu'il y a quelque chose qui la déradicalisation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, aller chercher l'individu et le refaire, qui ressente des sensations à nouveau, qui retrouve son corps, son esprit, quelque chose de lui, qui lui permettent de redevenir quelqu'un. Il y a cet aspect-là, mais dans cette scène, il y a ça, ce qu'elle vient de dire, c'est tout à fait juste. Et puis le désembrigadement, c'est aussi amener des nouvelles informations qui vont contredire l'utopie. C'est-à-dire, alors souvent on le fait avec des repentis, c'est-à-dire que les repentis ramènent la réalité de Daesh pour que le jeune comprenne le décalage entre ce qui lui a été promis et la réalité du projet d'extermination et de purification de Daesh. Mais là, ça a un peu fonctionné pareil pour la vraie jeune fille à qui c'est arrivé, c'est-à-dire en voyant sa sœur, tout d'un coup, c'est pas cohérent avec l'idée qu'elle se faisait de son utopie de voir sa sœur comme ça. Et du coup, ça fait un petit déclic, sachant qu'il faut beaucoup de déclics, hein. La déradicalisation, c'est long. Il faut compter une dizaine de doutes au moins, il faut compter une bonne année minimum, en voyant le jeune très souvent et en mélangeant à la fois l'accompagnement des proches pour faire surgir le lien et les témoignages ou les déclics comme ça pour faire surgir, remobiliser ce que j'appellerais le système cognitif, c'est-à-dire la vision du monde, mettre des failles dans l'utopie qui a été vendue quelque part aux jeunes. Et cette scène, elle est forte parce que c'est les deux à la fois. C'est l'individu qui se réimage, qui ressent quelque chose dans son corps, et c'est une information incohérente avec l'idée qu'elle a de son projet de futur djihadiste. Enfin, à mon avis, je pense que c'est pour ça que ça a été si fort, et dans le film, et dans la réalité de la fille qui l'a vécu et qui l'a raconté. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, si, madame, voilà. Vous serez la dernière. Moi, ma question s'adresse aux comédiennes. J'ai trouvé que vous étiez remarquable, époustouflant, il n'y avait pas de mots. Je voulais savoir juste comment on sort d'un rôle comme ça, après avoir tourné ce film. Comment on arrive à reprendre pied, comment on s'en sort. Comment on sort de ce rôle? On va commencer par Sandrine, peut-être? Oh ben, non, je vous en prie. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que dans le sens où, d'abord, je fais ce métier depuis très longtemps, mais c'est pas pour autant que j'y suis pas sensible. Heureusement, je le suis encore, sinon j'aurais arrêté. Mais je crois que la question s'adresse, je pense, plus aux deux comédiennes pour qui les rôles sont... Cela dit, oui, c'est intéressant aussi de me poser la question, parce que ce qui est intéressant... Quand même. Une mère face à sa fille, voilà, quand même, c'est pas rien, quoi. Encore une fois, pour moi, c'est le sujet qui est fort. C'est vrai que si je pense réellement à ces mères qui sont dans cette situation-là, c'est dramatique, c'est tragique, c'est... En même temps, quand on joue ce genre de personnage, j'ai presque envie de dire qu'il y a une espèce d'évidence à jouer. Parce que c'est à la fois du cinéma et ça n'en est pas. Et d'être à la hauteur, en tout cas tenter d'être à la hauteur d'émotions fortes comme celle-là, elles ne sont que viscérales. Il n'y a pas d'intellect qui rentre, en tout cas pas pour moi. C'est une femme qui souffre, et c'est une femme qui est orpheline de son enfant. Et c'est une femme meurtrie. Donc voilà, donc ça se joue instinctivement, je dirais, pour le coup. Alors j'ai envie de dire que j'en suis sortie assez bien parce que qu'en même temps, c'est comment dire,
je sens que le film est utile, le film est nécessaire. Alors du coup, ça donne une espèce de sérénité d'avoir contribué à ça. Voilà. Mais peut-être aussi parce que je fais ce métier depuis longtemps et que du coup, je sais faire la part des choses. Et bien heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais terminé en psychiatrie, vu les rôles dramatiques que j'ai pu faire tout au long de ma carrière. Naomi Rémy, justement, alors comment on sort de ce film? Par rapport à la distanciation du personnage, pour moi, enfin, j'ai pas eu l'impression de rester dans le personnage, en fait. Enfin, je suis retournée à mes cours à la fac assez naturellement, en fait. Pendant le tournage, c'était pas le cas. Pendant le tournage, j'étais dans une espèce de bulle de Mélanie. Et c'est vrai que de temps en temps, je retournais à la fac pendant le tournage et j'ai mes amis qui me disaient, mais... Enfin, alors ils m'ont dit après, ils m'ont dit, mais en fait, t'étais bizarre, enfin, t'étais un peu distante, t'étais pas vraiment avec nous. Et c'est vrai que je pense que j'étais dans une espèce bah, j'étais dans le film, en fait, tout le temps pendant le tournage. Et c'est vrai qu'à la fin, je m'attendais à ce que ça reste encore, et en fait, c'est sorti assez naturellement. Je sais pas, peut-être que j'avais envie que ça sorte. Enfin, après, comme dit Sandrine, c'est pas tant le personnage, c'est plutôt le sujet. Et c'est vrai que le sujet est toujours bien présent. Ça, pour le coup, je suis pas encore sortie du sujet. Et après, oui, je voulais dire aussi que je suis sortie du tournage plus consciente qu'au début, plus consciente de cette situation qu'est l'embrigadement des jeunes aujourd'hui, et aussi énormément enrichie par tout ce que ce tournage m'a permis de comprendre. Et J'ai pas envie de répéter parce que c'est la même chose en fait. Je me suis jamais posé la question comment j'en suis rentrée, comment j'en suis sortie. Alors oui, c'est viscéral, c'est tellement important d'essayer de comprendre, et donc voilà, ma contribution c'était de jouer ce personnage pour essayer moi de le comprendre et puis de comprendre ce qui se passe aussi. Et donc voilà, j'ai essayé de m'imprégner de tout ce qu'on pouvait vivre, de cette jeune fille avec qui j'ai travaillé, et de ressortir. Et si j'en suis sortie, je sais pas, je pense, oui. Non, mais j'ai en tout cas été imprégnée de plein de choses, et de choses qui m'ont enrichie, et de choses qu'on partage après avec vous. Et donc je ne me pose pas de questions, en fait. Je suis là, et je trouve ça important d'être là, et d'être ensemble, et de dialoguer. Et donc voilà, c'est tout ce que je suis capable de dire. La question, et on pourrait conclure là-dessus, elle peut se poser aussi à Marie Castille, en tant que scénariste, en tant que réalisatrice, en tant que productrice, de porter un projet tel que celui-là. Comment on en sort finalement à la fin, en sachant qu'on est proche de la sortie, là c'est bientôt le 5 octobre. Voilà, c'est ça. On n'en sort pas pendant un long moment, et avec plaisir, et avec responsabilité, et parce que je pense que ces films, il faut les accompagner, il faut les partager. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, c'est pour le partager avec le public, c'est pour entamer ce dialogue, c'est pour que le public entame un dialogue ensuite avec les amis, les parents, les profs. Et donc je sais que je vais faire comme avec les héritiers, je vais l'accompagner longtemps. Je fais encore des débats avec le film Les Héritiers aujourd'hui, au mois de novembre encore. Donc voilà, la route est longue, mais je le savais avant, mais c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Merci en tout cas.